Saint-Pierre-des-Marais. Cette église âgée de près de 900 ans est classée monument historique en 1862, a su traverser les âges, évoluer avec son temps et conserver les traces de ceux qui ont contribué à son histoire. Commençons par observer l'assemblage des différentes architectures au fil des siècles. D'abord, le chœur et le transept, construits à la fin du XIIe siècle dans le style roman. La nef, édifiée dans la première moitié du XIIIe siècle, illustre bien le style gothique angevin ou gothique plantagenet. Ajoutons les 3 chapelles latérales au XIVe et au XVIe siècle, et l'imposante façade baroque reconstruite en pleine réforme catholique au XVIIe siècle. Enfin, pour couronner le tout, la massive tour du clocher de croisée est achevée au XVIIIe siècle, surmontée d'une flèche légèrement vrillée qui culmine à 69 mètres. La lecture de cet assemblage est passionnante du point de vue historique et architectural, mais la nature du sol met en péril la solidité de l'édifice. Pour en savoir plus, nous partons à la rencontre de Marc Ganuchot, architecte conseil de la ville de Saumur, qui a fait des monuments historiques sa spécialité. Quand les anciens ont construit l'église, ils l'ont construite à l'extérieur des remparts des premiers remparts de la ville. Ils l'ont construit en fait hors les murs. La ville, le château, et puis ce qui dépendait du château, était contenu dans cette partie-là. Et l'église a été construite à la limite de la frontière, si vous voulez, des fortifications de la première enceinte de la ville. Mettons-nous en situation. Les premiers bâtisseurs construisent l'édifice en dehors du Boil, première enceinte de Saumur au XIe siècle. À cette époque, la Loire vient souvent caresser le pied du coteau et l'église doit peut-être son nom d'origine Saint-Pierre-des-Marais à l'emplacement où elle est construite, dans une zone instable entre la roche et le marécage. Avec le temps, la Loire se recule, asséchant le marais et l'urbanisation se développe vers le nord. Le remblai initial, qui était un marais, était plein d'eau, et puis petit à petit, c'est asséché. La nappe phréatique a reculé, les hommes ont construit, les hommes ont étanché, il y avait beaucoup moins d'humidité dans le terrain, et ça a eu des conséquences très lourdes sur la nature du sol. Ce phénomène de modification du sol a entraîné un effondrement de la façade. La façade que vous avez actuellement sous les yeux est une façade qui a été reconstruite 500 ans après la première façade. Les anciens de l'époque n'ont pas trop cherché et puis ils n'avaient pas de moyens d'investigation. Donc ils ont reconstruit une façade pour refermer l'église avec un style qui avait évolué. On était passé même pas au style gothique, mais on était passé au style classique. Et on arrive au XXe siècle, dans les années 1990. Les personnes qui vivaient autour de l'église, que ce soit les utilisateurs des restaurants, que ce soit les touristes, que ce soit même les habitants du quartier, constataient, jour après jour, que la façade de l'église s'abîmait. Le tuffeau, parce qu'il était abîmé par la pollution en particulier, se décomposait. Donc on a protégé l'église avec un filet, des filets avec des mailles en métal, si vous voulez, qui récupèrent la poussière, qui récupèrent les morceaux de pierre. Pendant 10 ans, ça a fonctionné. Mais cette solution est provisoire. Avec le temps, l'église continue à se détériorer lentement, et les risques liés à la sécurité se multiplient. Dans les années 90, une campagne de ravalement de la façade est lancée pour lui rendre son aspect initial. Le coût prévu de cette rénovation avoisine 1 500 000 €. En 1998, le projet est accepté et les travaux doivent débuter en 2001. Mais alors que tout est prêt, un événement inattendu vient tout bouleverser. Le dimanche 22 avril 2001, aux alentours de 2 h du matin, un pan du coteau de 150 mètres de long et haut de 40 mètres s'effondre sur la ville basse, entraînant avec lui les remparts, 4 maisons, une partie d'un foyer de jeunes travailleurs faisant 2 blessés légers. Tous les efforts se concentrent désormais sur la priorité, le château de Saumur. Le chantier du château a duré 7 ans. Jusqu'en 2008, on a utilisé tout notre argent pour refaire les remparts, pour renforcer le château. Très bien. En 2008, l'affaire est terminée et on réattaque Saint-Pierre. Et on commence à monter les échafaudages qui sont nécessaires pour nettoyer la façade. Arrivé dans cette partie-là, au sommet de cette partie-là, on découvre, presque par hasard, une fissure très importante. Vous voyez, une fissure de 20 cm, et on a constaté que la fissure était évolutive. On fait un arrêt sur image, on met en place des mesures de sécurité pour éviter que la fissure s'agrandisse encore, et on va réfléchir parce qu'on ne peut pas se contenter d'un ravalement.
Un périmètre de sécurité est mis en place afin de préserver les riverains de l'effondrement de la façade. Des capteurs électroniques que l'on appelle extensomètres et inclinomètres, reliés à un central de sécurité, sont installés de part et d'autre de l'édifice afin d'en surveiller les moindres mouvements. À ce jour, l'extensomètre est l'un des moyens les plus fiables pour surveiller les mouvements des bâtiments. Son fonctionnement consiste simplement à mesurer l'écart entre un point A et un point B. Lorsque A s'éloigne de B, l'extensomètre déclenche une alarme d'évacuation du site et envoie un signal qui permet de prendre les dispositions nécessaires. Au-delà de ces premières mesures de prévention, il est impératif d'étayer le bâtiment pour maintenir debout l'intégralité de la structure. Et encore une fois, le système est assez atypique. On a donc fixé de chaque côté des murs des béquilles, des étais, qui permettent aux murs de se maintenir droits. On s'est arrangé pour distinguer et séparer la voûte et ce qu'il y a au-dessus des murs pour alléger la charge qui descend par les murs en reprenant directement la voûte avec des poteaux métalliques qui reportent la charge de cette voûte et de sa couverture entre les murs et non plus sur les murs. Que se serait-il passé si personne n'avait alerté sur cette fissure ? Si les mesures de prévention d'urgence n'avaient pas été prises à temps ? Si la décision d'étayer l'église n'avait pas été envisagée rapidement ? Comme nous le disions, dans le cas de l'église Saint-Pierre, le problème principal vient de l'instabilité du sol sur lequel elle repose. Or, si rien n'avait été fait, le pied de la tour continuait à s'enfoncer inexorablement dans un sol friable, emportant progressivement avec lui la façade dont il est un pilier indispensable. Et ce, jusqu'au point de rupture. Mais rassurons-nous, car le pire a été évité grâce à l'intervention de nombreux professionnels, qu'ils soient architectes, entrepreneurs du bâtiment, couvreurs, tailleurs de pierre, sculpteurs, restaurateurs d'art. Tous ont œuvré durant des années pour que l'église Saint-Pierre retrouve sa jeunesse et sa solidité. Tout d'abord, il faut s'occuper des fondations. Comment faire pour remédier à ce problème de terrain trop meuble pour supporter le poids du monument ? On procède sur toute la périphérie de l'église à une quantité invraisemblable de sondages. Le tube a été enfoncé, quelquefois jusqu'à 20 mètres de profondeur, 20 mètres au-dessous du sol de l'église. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Par endroits, on a un très bon sol, hein, c'est du tuffeau. Mais par exemple, un peu plus loin, c'est du sable. Les premiers bâtisseurs savaient que le sol était instable par endroits. Alors pour compenser, ils fondèrent l'église sur des pieux en bois, une technique déjà millénaire, afin d'ancrer l'édifice et ses fondations de manière plus solide dans le sol. Tant que les pieux sont immergés, ils ne risquent pas de se désagréger. Mais le lit de la Loire ayant reculé avec le temps et l'aménagement des quais, le marécage s'est asséché, et les pieux ont fini par se désintégrer complètement. Plusieurs solutions sont envisagées pour consolider les fondations de cette église. Une en particulier se montre plus innovante et plus adaptée que toutes les autres. La bentonite, un mélange liquide d'argile colloïdale, de minéraux et de fibres synthétiques. Toutefois, l'extrême fluidité de la bentonite n'a pas permis son injection directe sous l'église au risque de la voir s'échapper dans les caves alentours. Elle a imposé d'enfoncer 52 micropieux métalliques dans le sous-sol de l'église, jusqu'à une profondeur de 22 mètres, afin d'atteindre la roche et d'y injecter à haute pression la bentonite à l'intérieur des tubes. Le produit s'échappe ainsi des opercules percés dans les tubes et durcit le long des micropieux, augmentant leur surface de frottement et leur résistance souterraine. L'église est alors ancrée par le dessous. J'ai refait des pieux, c'est plus du bois, c'est du métal et du béton. C'est beaucoup plus développé, donc il y a une surface de contact bien plus importante, et ça va jusqu'au bon sol. Maintenant, je remonte un peu d'un cran, parce qu'il y a des fissures horizontales en quantité dans cette partie de l'édifice, qui sont la conséquence du mouvement de bascule de la façade. Voilà, l'église était zébrée de fissures a priori horizontale. Il faut en quelque sorte que je rattache au maximum cette partie à celle-là, 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 pour que l'église forme un tout. Pour ça, il y a une solution. Je vais, avec une mèche, percer un très 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 long trou, 14 mètres de long,
Et puis dans cette espèce de tube que j'ai créé, le vide que j'ai créé dans l'épaisseur du mur, je vais enfiler sur 14 mètres de long un tube comme ça, percé lui aussi comme les fondations de petits trous bouchés par des opercules, vous savez, des petits pastillons en plastique. Je mets tout ça dans le trou que j'ai fait. Une fois que c'est en place, je vais mettre de la bentonite. Tout ça pour que le tube soit bien bloqué dans la maçonnerie. La pression est telle que les opercules sautent et la bentonite va sortir du tube pour remplir tous les vides, comme pour les fondations. Là, j'ai ancré la façade sur la nef. C'est ce qu'on appelle mettre en place un chaînage. Alors, maintenant que j'ai les pieds solides, sur un sol solide, et que je me sens, quand je respire, j'ai pas mal au poumon, je vais m'occuper de ma tête. Elle est composée d'une voûte. La voûte, c'est la partie supérieure de la nef. Elle est lourde et elle est encombrante. En tout cas, dans les combles, c'est-à-dire qu'au-dessus de l'église, j'ai un encombrement dû à la maçonnerie des voûtes qui est très important. Ici, c'est tellement encombré que le triangle, je ne peux le mettre qu'au-dessus du sommet de ma voûte. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas posé la charpente directement sur la voûte? On ne pose pas la charpente sur la voûte parce que la voûte, c'est extrêmement fragile. La voûte, on tourne autour, mais on ne met jamais les pieds dessus. C'est la partie la plus fragile de l'édifice. Au bout d'un certain temps, et ça va vite, le bois pourrit et la charpente qui est censée tenir toute seule est en train de s'affaisser. Et quand elle s'affaisse, la charpente, elle pousse les murs vers l'extérieur. On s'est aperçu que les assemblages, c'est-à-dire les petites pièces qui tiennent les grosses poutres entre elles, étaient souvent brisées. Toutes ces pièces qui raccordent les éléments entre eux étaient usées. On va remplacer les poutres, qui sont en général des grosses sections, qui font 60 de haut par 40 de large, qui pèsent très lourd, qu'il faut assembler entre elles d'une manière assez sophistiquée. On a remplacé tout ça par un système de tirants métalliques, c'est-à-dire qu'on a mis une platine, et on a vissé ces platines qui sont reliées entre elles par un câble, un tirant métallique, et ça crée une nouvelle triangulation, un nouveau triangle, vous voyez. J'ai un grand triangle ici, j'ai un petit triangle ici, j'ai un grand triangle ici, j'ai un petit triangle ici. Avec cet ensemble de triangles, j'ai une charpente indéformable. Donc les ardoises ont toutes été changées, et il y en a quand même pour 800 mètres carrés. Presque 2 fois la surface de la nef. L'église Saint-Pierre est désormais consolidée et prête à un avenir plus serein. Il faut maintenant lui rendre sa physionomie d'origine. C'est alors au tour des tailleurs de pierre, sculpteurs et couvreurs de se mettre à l'œuvre. Près de 80% des pierres de la façade sont remplacées comme le montrent les plans de calpinage. Et les sculptures sont restaurées ou entièrement retaillées avec une précision remarquable. Mais quelle est la différence entre un tailleur de pierre et un sculpteur ? Le tailleur de pierre, en fait, il intervient sur tout ce qui est l'architecture du bâtiment. Donc en fait, moi, mon boulot, ça va être d'arriver sur le chantier, de faire le calpinage, donc relever les cotes des pierres, que ce soit la hauteur, la longueur, la profondeur, toutes les moulures, comme ici, où on peut voir des moulures sur cette pierre. En plus, elle est arrondie, donc du coup, ça nous donne beaucoup plus de boulot. Donc ça, mon métier, c'est ça. Je viens reprendre toutes les cotes, je note tout ça sur un calepin. Après, le calepin part à l'entreprise où là il y aura quelqu'un qui va mettre toutes ces codes sur ordinateur en dessin assisté. Il va calpiner toute une façade, il va envoyer tout son débit en carrière, c'est-à-dire tous les blocs qui vont devoir être débités, donc ce qu'on va appeler un bloc capable, un bloc au carré, vraiment. Et nous après on reçoit ce bloc de carrière où on retrace toutes nos codes de moulure qu'on a pris au préalable et on se retrouve au final avec un bloc comme ça qu'on livrera au maçon. Le maçon va poser cette pierre-là et nous on réinterviendra par la suite après pour faire tout ce qui est raccord de moulure. Il faut vraiment faire la différence avec le sculpteur. Le sculpteur a vraiment une grosse partie artistique sur la pierre. Nous on respecte vraiment des codes de la taille de pierre, que ce soit pour des pentes, pour l'eau, pour des tas de charges, pour des poussées qui sont assez importantes. Nous on gère tout cet aspect-là vraiment de la taille de pierre. Quand moi je suis arrivé sur le chantier, en regardant la façade, on se dit oh là là, le boulot va être énorme. Et au final, je pensais qu'on allait vraiment quasiment changer 100% des pierres. Et on a fait un sacré travail pour essayer de garder le plus de pierres possible à l'origine. Donc je pensais qu'on allait en changer plus. Et au final, 85% c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, largement. Voilà.
Donc la différence avec le tailleur, c'est que le tailleur s'occupe, en fait, il taille les pierres de façon géométrique. Donc il travaille à partir de plans. Tout ce qui est sculpture en général, bon, c'est tout ce qui est décor. Et nous, on travaille à partir de modèles en 3 dimensions directement. On fait un travail d'après l'ancien, en essayant de respecter les motifs anciens autant que possible, quand on a suffisamment de renseignements pour ne pas s'égarer, quand on a suffisamment aussi de savoir-faire et de bouteilles pour connaître les styles. Et c'est pour ça que le travail de sculpteur, c'est un travail qui s'apprend sur de longues années, quoi. Surtout qu'il n'y a pas tellement de formation pour ça, parce qu'on est très peu nombreux. On est moins d'une centaine en France, en fait, à faire que ça. Comment est-ce que je m'y prends? Bien, je vais commencer par faire un moulage de ce qui reste. Je vais appliquer sur le tuffeau, sur la pierre qui est en place mais qui est très abîmée, je vais appliquer cette espèce de produit qui est une sorte de caoutchouc très mou, un élastomère, c'est un caoutchouc très mou, hein, et qui durcit très lentement. Je l'applique avec beaucoup de soin sur la pierre dans l'état où elle est. Une fois que l'élastomère a fait sa prise, une fois qu'il est un peu dur, ou du moins qu'il est devenu indéformable, je le retire comme un gant. Et vous voyez, j'obtiens cette espèce de relief avec des creux, des pleins. C'est en quelque sorte l'inverse, l'image inversée de la sculpture. Ce contre-moule, je vais le remplir de plâtre. Donc là où il y a une saillie, ça va devenir un creux, et inversement, je vais donc avoir, une fois que je l'ai rempli de plâtre et que le plâtre est sèche, en enlevant l'élastomère, je vais obtenir le moulage en plâtre de la sculpture existante. Le moule en élastomère est rempli de plâtre afin de créer un modèle de référence au sculpteur. Parfois, les sculptures sont tellement endommagées que les éléments qui la composent ont complètement disparu. Commence alors un véritable travail d'enquête afin de retrouver dans les textes, sur des clichés ou des relevés, les motifs qui ont disparu. Et si rien n'est retrouvé, la pierre restera vierge. Il s'agit en effet de ne pas dénaturer le monument avec des réalisations et créations qui pourraient révéler des anachronismes par rapport au reste des représentations. Nous, notre travail, c'est à partir de ce moulage de l'ancien qu'on a remonté. On a pris des mesures à la fois de genre abscisse ordonnée et les saillies, ce qui donne la 3e dimension. Et on a fixé à peu près l'endroit où se trouvaient nos volumes, et puis à l'œil, on a sorti les volumes. Les photos nous aident à retrouver à peu près, notamment sur le blason de gauche, qu'on n'a pas intégralement moulé. Les photos nous servent à retrouver le dessin du feuillage. Une sculpture sur un monument, c'est jamais fait pour être vu de face, encore moins du dessus, puisqu'elle est faite pour être agréable à l'œil des passants en bas. Pendant ce temps, en bas se prépare un événement qui sera parmi les plus spectaculaires de ce chantier. Des artisans charpentiers, zingueurs et couvreurs sont à l'œuvre depuis le début de l'année 2015 autour d'une petite construction qui semble ne pas avoir sa place à cet endroit. Le campanile. Cette construction de plusieurs tonnes doit être hissée tout en haut de la façade et prendre position sur le lanternon central. Une équipe au sol coordonne les mouvements de la grue, pendant qu'une autre se prépare à réceptionner le clocheton au sommet de la façade. Suspendu à plus de 35 mètres du sol, le campanile se rapproche de son emplacement final. Jusqu'au moment où le soulagement arrive enfin. Les couvreurs peuvent enfin achever la couverture très particulière du campanile puisque les ardoises sont taillées et posées en écailles de poisson. Par exemple, pour le plomb, on a passé 400 heures, à peu près un peu plus de 450 heures, pour fabriquer tout le dôme en plomb. On compte à peu près la même chose pour le dôme en ardoise. Donc, vous le voyez bien, hein, c'est habillage en écailles au-dessus, à partir du moment qu'on a commencé à soulever. Dès que les ardoises ont commencé à soulever, donc on les a fait en écailles pour que la vue du bord, ça fasse moins que ça lève. Ensuite, vous voyez, je suis rendu presque au bout pour celui-ci. Nous allons encore faire une bavette en plomb ici. Et un habillage en plomb en dessous. Ici, pour faire tout ce qui est rond, on utilise l'ardoise coffine. Qui dit coffine, c'est une ardoise qui est très ronde. Il y a un petit peu le galbe d'une coffine.
par rapport à une normale. Vous voyez, c'est la différence, voilà. Sinon, on ne pourrait pas épouser ce rond. Malgré, déjà, on soulève un petit peu parce qu'il est tellement intense qu'on n'arrive pas à plaquer comme il faut. Arrivé en tête, on commence un petit peu à caler. Et on arrive presque à 0. C'est un peu le but du jeu, c'est d'arriver à 0. Si on avait mis l'ardoise droite, c'est même pas la peine. Vous voyez la différence? Voilà pourquoi on utilise une ardoise Coffin. Après ce travail d'une précision remarquable, Saint-Pierre peut enfin dévoiler son nouveau visage. Les échafaudages sont démontés pour laisser apparaître la façade restaurée, pour le plus grand plaisir des Saumurois. Mais l'église n'est pas encore ouverte pour autant, car à l'intérieur un nettoyage minutieux est en cours. Les dalles au sol trop endommagées sont remplacées ou restaurées. Les murs, les voûtes, les chapelles sont entièrement nettoyées. Les stalles et leur miséricorde, un ensemble exceptionnel de boiseries du XVe siècle, sont astiqués. Le maître verrier s'affaire sur les vitraux tandis que les immenses tableaux sont emportés pour être nettoyés par des professionnels aguerris. Saint-Pierre a enfin retrouvé une nouvelle jeunesse, au travers des mains expertes de plusieurs dizaines d'artisans au savoir-faire unique qui se sont affairés au chevet de l'édifice pendant plus de 8 ans. Dressée en plein cœur de la ville, sur une des places les plus animées, l'église Saint-Pierre rénovée et réouverte constitue aujourd'hui un des plus beaux édifices du patrimoine saumurois, et sans doute un des arguments les plus évidents au service de l'attractivité touristique et du développement économique de la ville. Gageons que cette ingénierie et ces savoir-faire exceptionnels continueront à venir en aide aux monuments historiques, fleurons de la richesse culturelle et patrimoniale de la France. La complexité du chantier de l'église Saint-Pierre se caractérise d'une part par un degré d'urgence qui est assez rare dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte d'un seul coup qu'il y avait des mouvements importants sur la tour nord-ouest. Donc il a fallu prendre des mesures préventives immédiates, à savoir une zone de sécurité, pour éviter effectivement des problèmes sur d'éventuelles chutes de pierre. Et donc il a fallu, tout en menant ces travaux de sécurité, envisager les études de façon très rapide, de façon à pouvoir sécuriser totalement la tour nord-ouest. Cette espèce de tension qui vous oblige d'abord à mettre en place ce qu'il faut pour arrêter le risque, c'est déjà intéressant. Vous verriez, il y a les pompiers qui viennent, le préfet qui intervient, enfin tout le monde est là et ça c'est quelque chose de fort. Dans le cadre des relations que j'ai eues avec les élus et la ville de Saumur, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi une équipe d'élus et de techniciens de la ville ouverts, attentifs et surtout qui m'ont donné leur confiance. Et grâce à ce dialogue, on a pu mener de but en blanc cette opération très complexe et bien évidemment essayer de comprendre le pourquoi du comment on en était arrivé là et comment surtout on allait en sortir. Et grâce à ce dialogue transversal, on a réussi à faire une très très belle opération. On a demandé à des gens de faire de la chirurgie esthétique sur une masse informe de tuffeau et avec des échafaudages, des éléments partout, ils ont vraiment fait un travail qui est finalement quasiment de l'orfèvrerie, même si c'est très salissant. Donc tout ça, ça donne un espèce de relief à tout ce qu'on fait dans l'église Saint-Pierre qui est extraordinaire. Qu'est-ce qui est important pour Saumur, si ce n'est son patrimoine ? Je pense que c'est une richesse, c'est une pépite. Alors effectivement, c'est une charge. C'est pour ça que les collectivités doivent être impérativement aidées. C'est un bien national. Et c'est une solidarité nationale qui doit s'opérer sur les monuments historiques en France.